Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, nous sommes au Burskoburg à l'occasion du Kunsten Festival des Arts. Si vous ne savez pas ce qu'est le montage virtuel, vous allez l'apprendre grâce à notre envoyé spécial. Nous aurons droit à la visite du DJ-compositeur Fabrice Ligue, qui nous rend une petite visite à l'occasion de la sortie de son nouvel album My 4 Star. Il nous fera même l'honneur d'un petit live. Côté jeu, Hitman Contra, coup de cœur de notre ami Gilles. Renaud viendra nous parler d'un phénomène de société bien présent au Japon, les hikikomori. Et enfin, nous terminerons par un petit jeu à travers les rues de Manhattan, Pac-Man. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Bien et vous-même? Une bonne semaine? Oui. Pas trop sorti? Non, ça se va. voit, tu as l'air en forme. Ben oui. Et Tu as vu que nous sommes au Kunsten Festival des Arts, au centre, qui se trouve... Tu veux dire au Burskoburg? Voilà, c'est ça, tout à fait. Et Jean-Marc nous a rejoint. Faisant fi de toute nationalité, ils ont pris vraiment la crème de la crème. Pourquoi tu me prends mes documents, Brice? Non, parce que c'est voir si tu connais de mémoire. Oui, non, donc moi je suis venu vous rejoindre parce qu'effectivement Un petit nous sommes au tour de centre du Kunsten Festival des Arts. KFDA, Kunsten Festival des Arts. Vous savez, Voilà, qui se passe au Burskoburg. Parce qu'il y a toujours un petit trou dans le Kunsten Festival. Eh ben, c'est là qu'on est. Donc, Voilà, on est juste dans le voilà. trou qui est là. Ouais. Voilà, et moi je suis venu vous parler de ce festival parce que c'est vraiment, selon moi, un peu notre Pukkelpop au niveau des arts de la scène. C'est vraiment un festival que beaucoup de pays européens nous envient parce que c'est, selon moi, à cette époque, quand même un petit peu de repli sur soi identitaire, une façon incroyable que Bruxelles a trouvé de se réouvrir sur le monde parce que, tenez-vous bien, donc ça a commencé la semaine dernière. Donc, je lis un peu mes notes pour faire professionnel. En 25 jours, il y a 35 projets qui sont présentés et ceux dans 20 lieux différents disséminés dans Bruxelles, dont un des lieux, celui où on est, C'est ton tour. Le Burskoburg. Voilà, exactement. Donc, en gros, pendant l'année qui vient de s'écouler, toutes les petites équipes du KFDA a sillonné la Belgique et le monde pour trouver les meilleurs spectacles. Et ils nous les amènent tous à Bruxelles. Donc, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Parce que tout est là. Donc, je veux dire, faisant fi de toute nationalité, ils ont pris vraiment la crème de la crème. Et moi, je viens vous parler d'un truc qui est hélas fini, qui s'appelle New Game. Mais je vous ai ramené quelques images, évidemment, dans le bon vieux concept de tourner monté. Ne revient jamais sans images. Voilà. Et donc New Game, c'est un spectacle multimédia, on va dire, c'est du théâtre, concocté par une Hongroise qui s'appelle Edith Kaldor, et qui met en scène deux personnages, deux acteurs, deux joueurs, en fait, parce que la scénographie nous montre au début Edith Kaldor elle-même et son acolyte avec des laptops, qui commence une partie. Donc on est vraiment comme si on assistait à deux personnes qui vont jouer avec des avatars, qui sont deux personnages donc bien réels, mais qu'on imagine virtuels. On voit donc, une fois qu'on est assis, on est face à une espèce de grand écran blanc dans lequel les protagonistes loadent en quelque sorte des caractéristiques qui vont se retrouver chez le joueur 1 et le joueur 2. Okay. Une fille et un garçon. Ils chargent les paramètres de leur personnage. Ils chargent les paramètres, donc ça va de... Parce qu'il faut dire qu'un avatar, c'est un personnage qui te représente voilà, dans un univers virtuel. Donc la fille et le garçon, qui seront, et là c'est vraiment à la fois très poétique et très bien foutu, parce qu'il y a une espèce de 3D, comme ça joue sur les codes du jeu vidéo, virtuel qui est, je pense, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a une projection devant et une rétroprojection à l'arrière, et les personnages évoluent entre ces deux écrans, ce qui fait qu'ils sont comme intégrés dans une espèce de 3D, mais qui est très symbolisé et très graphique, donc ils vont pas commencer à se taper dessus. Et en fait, là où moi je trouve que l'intérêt de cette création, c'est que c'est pas une blague sur le jeu vidéo. Edith Kaldor profite vraiment de cet univers pour raconter un peu la vie des gens, nous, toi, moi, finalement, ces grands enfants que nous sommes face à une société dans laquelle on est censé s'intégrer, face à une société qui nous demande d'être toujours jovialement productif face à une société dans laquelle on est censé toujours bien s'intégrer. Et donc, ce jeu, New Game, est une alternance de l'homme et puis de la femme qui est dans un univers dans lequel il est censé s'intégrer et interagir avec l'univers 3D. Voilà, et puis c'est aussi intéressant parce qu'on se rend compte que les jeux font tellement partie de notre culture que les codes du jeu vidéo sont récupérés dans la pub, dans le théâtre et aussi dans l'art. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vraiment, c'est pas son coup d'essai parce qu'il y a quelques années ou l'année passée, je pense, elle avait fait un truc qui s'appelait Or Press Escape.
où en fait elle était en train de surfer en direct sur le net et ça donnait lieu à une expérience théâtrale, mais qui intégrait complètement ces données de soi-disant nouvelles technologies qui sont de moins en moins nouvelles, mais qui, au niveau du théâtre, ne sont pas encore systématiquement récupérées. Trop peu de spectacles théâtrales, entre guillemets, intègrent les nouvelles technologies. Enfin, à l'heure actuelle, il y en a de plus en plus, mais... Dans ce cas-ci, c'est une intégration totale. Moi, j'ai juste un petit bémol, c'est que c'est à un moment donné un tout petit peu long, parce qu'on alterne personnage A et personnage B, mais moi, j'ai trouvé des moments super touchants, justement, qui nous ramènent à notre humanité et à la difficulté d'être. Formidable. New Game est fini, mais il y a plein d'autres trucs à aller voir au Kingston Festival des Arts, donc foncez sur le site. Jusqu'au 22. Jusqu'au 22 mai. Après ce formidable tourné-monté, un homme formidablement bien tourné, sacrément monté, Gilles, pour un petit jeu. Pas moi? Non. T'allais bien monter? Ouais, mais l'actualité, c'est Gilles. Hein. Gilles. Le fan qui va arriver en se disant j'ai envie de tuer tout le monde pourra tuer tout le monde. Gilles qui vient avec un hit. Oui, un jeu qui me fait franchement plaisir, c'est Hitman 3. C'est donc on avait connu Hitman 2, Hitman 2 et Hitman 1. Oui, jusqu'ici tout va bien. C'est Hitman Contract, avec toujours l'agent reconnaissable à sa boule à son crâne. À zéro. Ouais, la boule à Boule à zéro. zéro. L'agent 47, qui ici revient dans une nouvelle version un peu particulière. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent au scandale parce que c'est pas la révolution, c'est pas le Hitman 3. Enfin, moi, je n'irai pas dans ce sens-là puisque le jeu est vraiment tout aussi génial. Et il défouraille toujours autant. Oui, en fait, le principe de Hitman, c'est donc on joue le rôle d'un tueur à gages professionnel qui, après une sorte de flashback pour introduction, le bon coup du flashback qui permet évidemment d'amener une mise en scène vite fait, bien fait. Ouais. Revit toutes ses plus grandes missions, les plus tordues de sa carrière. En fait, le gars est un peu en train de mourir au début de l'introduction du jeu et il est en train de revivre toutes les scènes qu'on va pouvoir jouer en tant que mission. Et ce qui est vraiment agréable dans Hitman 3, c'est que évidemment, le fan qui va arriver en se disant j'ai envie de tuer tout le monde pourra tuer tout le monde dans une seule et même mission. Les bons comme les méchants. T'es immédiatement immergé dans le truc et, voilà, oui, tu commence massacres. Une mission, généralement, il y a toujours un petit début, c'est bien fait, mais on a toujours un briefing où il faut aller tuer une telle personne. Oui, effectivement, c'est violent quand on est tueur à gages. Jusqu'ici, rien d'étonnant. C'est un peu le métier. Mais ce qui est bien, c'est que ça donne en tout cas la possibilité au joueur d'aborder l'action comme il veut et d'étudier au fur et à mesure d'essais erreurs, une seule et même carte. Donc ce qui est bien, c'est que on peut tuer tout le monde, ça marche, mais c'est vraiment là on passe complètement à côté du jeu. Et le bonheur vient quand on commence doucement à étudier le terrain, en sachant, par exemple, pour donner un exemple concret, au début on va étrangler gentiment un boucher qui devait aller faire une livraison dans une soirée un peu sadomaso, un peu glauque. I found the girl. Can you get her out? Some of her. Enough for a positive ID. Et c'est sympa son jeu. C'est assez spécial le jeu. Et donc déguisé en boucher, on va bien prendre soin de cacher ses armes et directement se fondre en plein milieu de cette soirée glauque et même prendre un grand plaisir, un malin plaisir à passer juste à côté de ses victimes, puisque tout le plaisir résidera dans l'étude des comportements des gens d'une seule même map. Si on est boucher, évidemment, on ne va pas aller se balader dans la piscine, on n'a rien à y faire. Donc, si on était poissonnier, peut-être. Oui. Donc le plaisir vient d'aller voler un costume, le bon costume approprié qui va permettre d'appréhender une scène. Et là, c'est vraiment remarquable parce qu'il y a vraiment moyen d'aborder... Il y a un côté caméléon, quoi. Oui, il y a vraiment un moyen d'aborder toutes ces scènes de 1000 façons différentes. Par exemple, aussi, on doit aller assassiner quelqu'un, plutôt que de sortir les armes silencieuses qui finalement ne donnera pas un grand plaisir, on va plutôt aller chercher du laxatif, balancer dans la soupe.
le chef russe en question se sent pris de gargouillements. Il va aux toilettes. Il va aux toilettes. Et pendant qu'il est sur les chiottes, sort de la toilette, hein, l'agent 47, comme ça, et c'est parti. Et le tour est joué. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y a l'originalité, l'imagination. Ouais, il y a une montée d'adrénaline absolument extraordinaire, puisqu'on est vraiment à 2-3 mètres de sa victime. Tu aimes ce jeu, hein? J'ai adoré. On sent que tu l'as aimé, on sent que tu l'as aimé. Je me prends, voilà, je m'en vais me raser le crâne. C'est un jeu qui joue sur toutes les consoles? Ça se joue sur toutes les consoles. Et c'est pas du tout un jeu multijoueur, c'est typiquement un jeu que tu joues seul. En solo, mais ce qui est bien, c'est que vraiment l'immersion est totale. Mais au niveau de la durée de vie, il y a assez de missions pour prendre ton pied? Il n'y en a pas énormément, mais vraiment le plaisir viendra du joueur, de celui qui va dire tiens, je vais essayer telle tactique cette fois-ci. Et systématiquement, pour une seule et même mission que j'aurais recommencé 15 fois, à chaque fois je découvre des nouvelles façons. Le plaisir vient de la perversion. Ouais. Et tu découvres des nouvelles façons de tuer, en fait. Ah oui, parce qu'il n'y a pas simplement les flingues ou la traditionnelle corde de piano. Apparemment, c'est le grand... c'est pas un fil à couper le beurre? Non, la corde de piano qui ne passe évidemment pas au détecteur de métaux, etc. Donc c'est vraiment au niveau d'incarner un tueur à gages, là on y est vraiment. C'est pas du tout le Léon sympathique à l'agent Reno. Non, Hitman, il est moins sympa. Là, c'est le mec froid, le tueur pur et dur professionnel. Et le jeu marche remarquablement bien de par son scénario, son ambiance. Et même si on va pouvoir dire, ouais, c'est pas vraiment techniquement. Mais niveau réalisation, c'est pas terrible? C'est correct. Il y a un gros point. Les graphismes sont honnêtes. Bon, il y a seulement 1 an et demi de développement depuis le dernier, ce qui est très court. Mais le jeu, en tout cas. Et puis en plus, ils sont multi-consoles, donc c'est obligé de faire des compromis aussi. Voilà. Mais gros point fort, c'est la musique, qui est fait par Jesper Kyd, un gars qui est connu dans les jeux pour avoir travaillé sur pas mal de choses. Et là, donc, l'ambiance, le son, tout y est. Nickel, formidable. En tout cas, moi, si j'étais Hitman et que je devais tuer Brice, je crois que je ferais le coup des 1500 volts sur la souris. Ça devrait marcher. Sympa. Ouais. Dur. Ouais. Alors Brice, quand tu pars en vacances, est-ce que tu fais des petites vidéos? Ben écoute, je pars pas souvent en vacances, alors quand je pars, je fais des films, ouais. Et pour t'en souvenir, après tu fais un petit montage? Eh bien, je fais un petit montage vidéo avec des logiciels de montage virtuel, un peu comme les professionnels qui est allé voir Laurent Steele. Oui, parce que c'est quoi finalement le montage virtuel? Eh oui, on se pose la question. On va voir ça tout de suite. Christophe Dumoulin est réalisateur-producteur. Comme tous les professionnels de l'audiovisuel, il dispose déjà depuis de nombreuses années des facilités du montage virtuel. Montage virtuel, c'est faire du montage vidéo sur un ordinateur. Et avec les progrès technologiques, les ordinateurs utilisés pour ces montages sont de moins en moins imposants et coûteux. Il est ainsi techniquement possible de monter un programme broadcast, c'est-à-dire diffusable sur antenne, avec un simple portable et une petite caméra vidéo numérique. La configuration ici, c'est ma petite configuration portable, à savoir un laptop, la caméra que j'utilise comme lecteur VTR parce qu'elle a une batterie et donc me permet de ne pas devoir m'alimenter sur secteur. Et j'ai un disque dur ici qui est un supplément du disque dur interne, qui est un disque dur FireWire qui permet de mettre, c'est un 60 Go, donc qui me permet d'avoir un peu plus de 2h30 de matière, voire 3 heures, et qui est auto-alimenté, puisque c'est le port FireWire qui est auto-alimenté par l'ordinateur. Mais pourquoi appelle-t-on cela du virtuel? Eh bien parce que le support n'est plus physique, une cassette, mais bien virtuel, impalpable, des 1 et des 0 sur votre disque dur. La première opération consiste en effet en la digitalisation des rushs, qui sont transférés sur votre disque dur. Ici, j'ouvre mon logiciel de montage. Je vais créer un nouveau projet. Donc, on a ici, en haut à gauche, on a la fenêtre du projet, donc, où on a toute la matière audio, vidéo.
À droite et à gauche, on a deux fenêtres. Donc la fenêtre de gauche, c'est celle qui permet, si je double-clique sur un fichier vidéo, de prévisualiser le rush. Donc le rush, c'est la matière brute que je peux lire. Je sélectionne les parties qui m'intéressent dans le montage, voilà, pour les positionner dans le montage. Et quand je positionne l'image dans la partie du dessous, ça s'appelle la timeline. Donc c'est, je dirais que c'est la partie de travail où on positionne l'image, on positionne le son et où on peut permettre de faire des coupes, de mettre en place, je dirais, le montage. Si je lis dans l'espace timeline, on voit qu'en haut à droite, la fenêtre montre le montage. Ici, Christophe monte une promo de 30 secondes d'un événement sportif pour la RTBF. Il a tout d'abord monté un morceau de musique sur lequel il ajuste différents plans, de manière à les assembler dans le rythme. Ensuite, il peut appliquer certains effets à son image de base. Une teinte particulière, ou encore des bandes noires de type cinémascope, par exemple. Je dirais qu'il y a des choses qui peuvent se faire sur portable, de plus en plus. Il y a des choses qui restent nécessaires de passer en régie pour garder le niveau de qualité professionnelle nécessaire. Ainsi, ce clip pour le groupe Mudflow que Christophe a réalisé a été monté sur un ordinateur personnel, mais avec un monteur professionnel. Christophe utilise le logiciel Final Cut Pro de Apple qui se répand de plus en plus, mais d'autres softwares se disputent le marché comme Avid, Adobe Premiere ou Pinacle. Changement de décor, nous sommes à Namur chez Youngi Auger. Youngi est historienne d'art de formation, métier qu'elle a exercé jusqu'au jour où elle s'est passionnée pour la vidéo. Elle réalise des images qui accompagnent la musique du groupe électro Pi Auto. Je me suis mise tout de suite en fait devant un logiciel de montage. J'ai commencé à travailler, à découvrir les différents univers des logiciels qui m'étaient proposés. Et j'ai essayé, tant que faire se peut, d'obtenir le résultat que je désirais, que j'avais en tête. Et finalement, ça s'est avéré plus facile que je ne le pensais. Et j'ai pu progresser au fil du temps dans la technique du montage, bien par la pratique, l'exercice, le travail, la persévérance. Comme quoi le média audiovisuel est de plus en plus accessible. Un ordinateur, une caméra numérique, un peu de talent et on peut se lancer. Je ne suis pas tous les jours plongée dans des manuels énormes et bien souvent assez rébarbatifs. À nouveau, je me suis mise devant le logiciel, j'ai ma petite idée en tête et j'essaye d'obtenir un résultat en testant différents effets, différentes transitions, différents rythmes de montage et pour finalement arriver à quelque chose qui me satisfasse. Youngi a ainsi réalisé un DVD avec le groupe Pi Auto, Meet Lucille, une performance qui sera visible sur scène le 22 mai à la Factory à Liège. Je crois que c'est une nouvelle forme de langage, un nouveau mode d'expression. Alors, à vous de jouer, pour environ 2 500 €, vous pouvez déjà acquérir le matériel suffisant pour commencer vos expérimentations audiovisuelles. Avec ta caméra, tu peux soit les suivre, soit aller voir ailleurs ce qui se passe. Yves, un petit jeu. Pas un petit jeu, un grand jeu de stratégie. Une exclusivité cybercafé. Une exclusivité cybercafé. Preview donc, oui, c'est la preview. Ça ne sortira pas avant juin. Le jeu n'est pas encore tout à fait prêt de sortir, il est pour le moment en phase de test, de bêta-test, notamment au niveau multijoueur. Donc Ground Control 2,
qui est la suite donc de Ground Control 1. Ground Tu vois, Control 1, qui était sorti il y a plus ou moins 4 ans d'ici, qui avait reçu un bon succès d'estime, mais malheureusement qui n'avait pas eu des ventes exceptionnelles, ce qui était bien dommage. Aujourd'hui, je pense que les développeurs vont tenter de vraiment rattraper le coup avec une mise en scène beaucoup plus hollywoodienne, et notamment un moteur graphique qui en jette, comme on dit, parce qu'il permet d'afficher des environnements immenses et très détaillés, avec également des effets de zoom qui sont assez impressionnants, parce que tu as d'abord une vue de l'ensemble du champ de bataille, mais tu peux zoomer vraiment jusqu'à voir la peau des hommes qui composent ton armée. Quoi. Et sur la mécanique du jeu stratégie temps réel, est-ce qu'il y a des originalités dans Ground Control 2? Oui, tout à fait. Notamment grâce justement à ce moteur graphique qui permet d'afficher des éléments dans lesquels tu peux rentrer. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de villes, d'environnements urbains dans le jeu. Major Grant he's been delayed. Clearing away the remaining virus near Nova Legia. You will have to go this one alone. Good luck, Captain. Mais justement, ce qui est original, c'est que tu peux rentrer dans les bâtiments. Et donc, ça ajoute, ça ajoute une dimension tactique supplémentaire. Il y a des personnages qui se cachent à l'intérieur. Et ta caméra, ton œil le suit ou quoi? Alors, tu rentres c'est toi-même qui dirige ta caméra. Donc, dans les jeux de stratégie, tu diriges à la souris. Tu cliques avec la souris pour diriger tes personnages et tu leur ordonnes d'aller là-bas. Et puis après, avec ta caméra, tu peux soit les suivre, soit aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc, justement, ça ajoute une dimension tactique supplémentaire parce que tes personnages sont pas directement décelés par l'adversaire, notamment en multijoueur, c'est assez intéressant, c'est assez fourbe. C'est vrai que c'est une des premières fois que dans un jeu de stratégie temps réel, tu peux cacher à l'intérieur des bâtiments. Voilà, en général, c'est des troupes qui sont dans la campagne et tu les attrapes et voilà. En plus de ça, ça offre une protection supplémentaire face aux tirs de bladés et autres. Quoi. Il y a également des forêts dans lesquelles, justement, tes personnages sont beaucoup plus protégés. Question idiote, mais ça se passe à quelle époque? C'est dans le futur. C'est dans le futur, un futur relativement lointain, une guerre entre la NSA et les Terran, enfin, avec des voitures qui volent. Avec des voitures qui volent et tout ce que tu veux. Quand les voitures volent. Alors, autre originalité, par exemple, tu as plusieurs modes de tir pour tes troupes, notamment tu as un mode de tir, je veux dire, standard, où tu peux bouger en même temps que tu tires, mais tu as un mode de tir beaucoup plus lourd, mais où ton personnage est statique. Enfin, ce sont des petits détails comme ça qui font quand même la différence et qui font vraiment le grand jeu. Aussi, ce n'est pas vraiment tellement le jeu de gestion, c'est vraiment le jeu de stratégie pure, donc tu n'as pas vraiment de bâtiments à toi-même construire et développer. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as des points d'acquisition que tu récoltes en accomplissant certains objectifs qui, eux, te permettent de commander. Tu peux commencer à créer des ressources. Voilà, non, tu n'as pas de ressources, c'est des points que tu obtiens. C'est vrai que c'est pénible souvent. C'est parfois pénible, et ici, ça laisse le champ libre vraiment à l'action pure, à la stratégie pure. Et alors, en termes de multijoueurs? En termes de multijoueurs, pour le moment, c'est en phase de bêta-test, donc ça, on n'a pas encore pu le tester, nous. Mais ce qu'ils s'en dit, c'est que vraiment, ça s'annonce vraiment très bien. Il y a peut-être des petits détails à régler au niveau... Je veux dire, tu pourras jouer par Internet? Oui, tu pourras jouer. Bien en sûr. Ligne, tu peux jouer à plusieurs, je crois au moins à 4 en ligne. Il y a aussi, surtout, ce qui est très intéressant, un mode coopératif, ce qui est assez rare pour être souligné. Pour la stratégie, ça. Ouais, tout à fait. Tu parlais du graphisme, est-ce qu'il va falloir une carte performante ou alors écoute, moi j'ai pu le voir dans une version actuelle, enfin une preview actuelle sur du matériel actuel, et je pense que non, il faut du bon matériel, bien sûr, une carte au moins 32 mégadram sans que ce soit vraiment exceptionnel. Donc voilà, Ground Control 2, un jeu de stratégie où on peut rentrer dans les bâtiments avec un graphisme intéressant. Alors mes amis, nous recevons aujourd'hui Fabrice League. Bonjour. Qui est là pour un live dans ce live. Mais d'abord, nous allons parler un petit peu de son nouvel album. Avec Il sort un nouvel album, My Four Stars. Oui. Et moi, je l'ai écouté hier soir. Bonne idée. Et je qualifierais ça d'électro-festive. On en a un peu parlé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas de qualificatif. En général, j'appelle ça de la techno. Mais c'est vrai que festif, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelques morceaux avec des influences assez latines, pas mal de percussions. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a pas mal de percussions, et j'aime utiliser ça, on rentre tout de suite dans un style assez festif, en tout cas pour une partie des morceaux. Ouais, c'est vrai, on peut dire ça, oui. Ça mélange un style latino avec des sons des années 80, glissés dedans. Oui, c'est un peu un mélange de tout. C'est vrai qu'il y a un peu de sons des années 80. Il y a les éléments de percussion qui ont toujours été importants pour moi. Bon là, je me suis plus dirigé vers une percussion plutôt latine. Donc ça donne tout de suite un air festif à certains des morceaux, quoi. Tu as glissé du saxo aussi dedans? Des instruments comme du saxo, les percussions, une bonne partie sont des percussions en live, qui ont été enregistrées en live donc. Saxophoniste et aussi une chanteuse sur un des morceaux vocal.
Donc voilà, c'est les nouveautés de... Alors comme on est dans le cybercafé, on va se permettre de te poser un peu des questions sur tes outils de production. Parce que là, j'ai vu que tu avais amené un SH101, une TR-909, donc des synthés vintage. Tu as toujours été branché par les vintage? J'ai commencé à faire de la musique il y a un peu plus de 10 ans, donc à l'époque, c'était pas tellement vintage, c'était presque d'époque, on utilisait ça dans les studios. Bon, j'ai suivi un petit peu les évolutions techniques. Moi, je dirais que je suis un utilisateur plutôt vintage, mais qui reste ouvert sur les nouvelles technologies. Donc, voilà, je prends ce qui me plaît. Voilà, j'ai un laptop, j'ai des contrôleurs, des contrôleurs qui fonctionnent en USB, et donc j'essaie d'intégrer ce qui m'intéresse réellement dans les nouvelles technologies, mais pour moi, le son vintage est important parce que c'est ce qui fait aussi ma touche personnelle. Tu as l'âme. Et l'âme, en tout cas, de ce que je fais. Donc je tiens vraiment à garder tout le côté vintage, mais sans non plus être fermé sur toutes les nouvelles technologies, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Notamment les enregistrements d'instruments que je fais en direct to disque, dans un Cubase par exemple, qui est là une chose que je ne pouvais pas faire il y a 2 ou 3 ans, qui fonctionne bien maintenant. Donc ça, c'est l'apport de la nouvelle technologie. Je pense qu'il faut utiliser les deux, c'est intéressant. Et pour tes lives, tu me disais que tu vas aussi changer de... Je suis en train de changer aussi, parce que donc là, je vais utiliser un autre système qui n'inclut pas d'ordinateur en fait. Donc un séquenceur hardware, voilà. MPC. C'est la série MPC, je ne sais pas si on peut citer la marque de chez Akai. Voilà, donc on peut le citer parce qu'il y a à peu près que cette marque qui le fait. Bon, d'autres ont suivi, mais bon, c'est pas vraiment la même chose. Et évidemment, le hardware est quand même beaucoup plus sûr en live, parce que les conditions de jeu sont parfois très difficiles. Parce qu'il y a des solutions logicielles comme Ableton Live. Oui, je connais bien, je l'ai aussi. C'est plus risqué technologiquement, quoi. Le problème, c'est que les programmes tels que Ableton Live sont excellents, où on parlait de Reason, par exemple, qui est très bon aussi. Reason 2, 2.5, très bon programme. Par contre, en live, lorsqu'on utilise des PC, on joue parfois dans des endroits où la puissance de son est tellement énorme qu'on a des défaillances du matériel, surtout du PC, quoi. On en a parlé, maintenant, si on t'écoutait. Maintenant on écoute. Bien, on peut écouter ça. Allons-y. Nous revoici, entre-temps Cédric nous a rejoint pour nous parler d'une petite séquence encore bien geek.
on met le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM, la machine démarre. On va prouver que Linux est très simple à utiliser, très simple à installer. Alors comment on peut dire une chose pareille alors qu'il y a des tas de gens qui passent leur nuit, voire des semaines à vouloir installer des systèmes Linux. C'est exact, oui. Et qui, enfin c'était le cas il y a quelques années, maintenant c'est devenu quand même vachement plus simple. C'est-à-dire que si tu as une machine standard, ça va, mais si tu as une machine un peu ancienne ou très récente, là c'est souvent le problème. Alors on va aujourd'hui tester ce qu'on appelle une distribution Linux Live. C'est un système Linux qui tient sur un CD-ROM qu'on peut par exemple... c'est pas un pingouin qui chante en direct? Non. Je suis déçu, je croyais Linux Live, non. Non, monsieur. On peut trouver par exemple ce genre de système live en les téléchargeant sur Internet ou alors dans des magazines spécialisés comme l'excellent Login, qui proposait dans le magazine du mois d'avril la version PC Linux OS, qui est un fork de Mandrake Move. Ça veut dire que c'est une variation de Mandrake. Variation d'une distribution. Et Mandrake, c'est la distribution française par excellence, quoi. Réputée pour être la plus simple à installer, la plus simple à utiliser, qui est aussi entièrement en français, ce qui ne gâche rien quand on veut tester un système. D'habitude, c'est en anglais ou pas les systèmes de... Ça dépend. SUSE est fait par des Allemands, et Red Hat ou Fedora, c'est fait par les Américains, et Mandrake, c'est fait par des Français. Mais enfin, tu as toutes les langues dans chaque version, mais disons que la Mandrake est plus appropriée si tu es francophone, quoi. Alors, ça peut être intéressant pour qui? Ça peut être intéressant pour tous ceux qui veulent tester Linux sans forcément créer ou modifier la table des partitions, créer une partition. Voilà, sans devoir reformater son disque dur. On met le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM, la machine démarre. Si votre matériel est reconnu, on aura une interface graphique. S'il y a un problème lors de l'installation, soit il dit on ne va pas plus loin, soit il y a moyen de trouver des versions plus récentes. Donc si vous avez une machine récente, il faut évidemment avoir une version très récente de ce type. Bon, il faut dire quand même que c'est bien pour essayer, mais que ça va beaucoup moins vite que si tu installes tout sur ton disque dur, évidemment. Forcément. Alors, l'intérêt d'avoir une distribution Linux Live, c'est évidemment de tester un système, mais c'est aussi de pouvoir l'utiliser sur différentes machines. Ça veut dire qu'on utilise un CD-ROM qui recrée le même environnement sur toutes les machines. On peut tester ça sur une machine à la maison, sur une machine au bureau, et les documents, le répertoire personnel de l'utilisateur tient par exemple sur une clé USB qui est fournie avec de nombreux systèmes, dont Mandrake Move, qui est selon moi la plus simple à utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même une distribution Linux qui tient entièrement sur une clé USB. Je crois qu'elle s'appelle Shingo ou un truc comme ça. Et donc, tu peux la mettre dans ma montre, une montre USB, voilà. Tu mets tout ton système d'exploitation, tes applications et tes documents, et tu vas sur n'importe quel PC, pourvu qu'il y ait un écran VGA, etc. Tu branches ton truc dedans et tu bootes sur Linux sur ta clé USB et tu commences à travailler. Ça, c'est vachement pratique. Alors ici, on a un environnement qui est dernier cri. On a les dernières versions de KDE, de GNOME, d'OpenOffice, et on peut même, on va dire, si le CD-ROM est dans l'ordinateur, comment fait-on pour écouter de la musique? On l'éjecte. Et le système est dans la mémoire vive, et donc on peut écouter un CD, et puis dès qu'il a besoin de ressources qui se trouvent sur le CD-ROM, il va le redemander. Maintenant, est-ce que ça coûte cher, ces petites choses? Alors ça coûte très très cher. On peut le télécharger sur Internet tout à fait gratuitement pour la plupart des distributions live. Il y a Knopix, il y a Mandrake Move. Knopix, c'était les inventeurs de ce principe. Hein. C'était les premiers à venir avec une distribution comme ça. Knopix qui fait même une version pour les Mac maintenant, donc ça va vraiment aller sur tous les systèmes. Il y en a d'autres aussi, il y a Windows, mais ça c'est une version payante, mais qu'on peut trouver facilement sur Internet sans payer. Il y a même des distributions spécialisées, donc, qui sont une version de Linux avec certains logiciels pour faire certains trucs. Il y a une distribution qui fait que le graphisme, pour faire tout ce qui est 3D. Parce que comme tu as un CD, tu as une place limitée, donc plutôt que mettre tous les logiciels, ils se spécialisent. Et il y a une distribution, et ça je tiens à le dire aux spectateurs parce que c'est génial, il y a une distribution avec MeetTV, tout à fait optimisée, bootable, qui s'appelle KnopMeet. KnopMeet, et donc tu mets ça dans un PC et tu as un client MeetTV qui te permet de regarder la télé directement ou d'installer le serveur. Parce que je dis ça parce que MeetTV, moi j'ai mis 4 mois pour l'installer, donc là ça met exactement 10 minutes, quoi. Voilà. KnopMeet. Alors si vous voulez, vous prenez un CD-ROM, vous achetez le numéro de login, c'est celui du mois d'avril, mais il y a moyen de le commander évidemment. Vous téléchargez sur Internet, c'est gratuit, et comme ça on peut savoir si sa machine est prête pour Linux. Et ensuite on peut l'installer, et même à partir du CD-ROM. Et toi, t'as essayé ? Moi j'ai essayé, ma carte graphique était trop récente. Donc j'ai essayé sur une autre machine, et là ça fonctionne nickel. Voilà, donc vous pouvez goûter à Linux sans niquer votre PC, et c'est gratuit. C'est toujours Cybercafé, Yves. Hein. Oui, mais c'est plus les mêmes qui présentent. Hein. Et nous, on a fait notre putsch, celui qu'on voulait depuis longtemps, le pouvoir aux joueurs. Voilà, et pas à n'importe quel moment, parce qu'on l'a fait justement quand on recevait Sven du studio Larian, un studio de développement belge, qui développe un jeu qui s'appelle Beyond Divinity, la suite de Divine Divinity, sortie il y a plus ou moins 2 ans. Au début du jeu, il dit que tu pues.
C'est un jeu de rôle un peu style, oui, pour PC, un peu style hack and slash, comme on en avait parlé il y a une quinzaine de jours d'ici. Donc qui part dans un univers un peu heroic fantasy et dans lequel le jeu commence et on se fait délivrer par une sorte de chevalier noir, sombre et obscur. Qui est ce drôle de chevalier qui nous accompagne en fait? C'est ton copain. Il va rester à côté de toi pour le reste du jeu. Et il est sympa, mon copain? Non, il n'est pas sympa du tout. En fait, vos âmes ils sont liés à l'un à l'autre et vous allez essayer de déchirer votre âme de l'un à l'autre pendant tout le jeu. C'est le but du jeu. Ouais, parce qu'en fait, le joueur, c'est un paladin de la lumière et lui, c'est un chevalier de la mort. Alors, ça ne va pas très bien ensemble. C'est un sadique qui a fait ça. Hein? C'est un sadique qui nous a mis Oui, ensemble. c'est un démon qui s'appelle Samuel. Il est très grand et il est très méchant aussi. Et le chevalier de mort, il a un très sale caractère. Alors, pendant qu'on joue le jeu, il est tout le temps en train de faire des remarques sur ce qu'on fait. Par exemple, au début du jeu, il dit que tu pues. Et il dit que ça devient de pire en pire pendant que tu es en train de jouer le jeu. Et sympathique. À un certain moment, il prend même une quête en main et il dit « Maintenant, on va aller chercher un parfum pour toi. » Excellent. Comme ça. Autre chose m'a bien impressionné, c'est justement la liberté qu'on a dans l'élaboration de son personnage. Parce qu'on n'est pas limité à une classe de personnages. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une grande liberté. Comment est-ce que, concrètement, vous avez réussi à mettre ça en place dans le jeu? Ouais, une des choses que les gens ils aimaient le plus dans le premier jeu, c'était en fait cette liberté-là qu'on avait. Alors, on a essayé de l'élaborer encore un peu plus. Et en fait, on a créé un système de compétences et de développement de caractère qui n'a pas de limite. Normalement, dans un jeu de rôle, on dit bon, on va être un guerrier, on va être un voleur. Mais dans Beyond Divinity, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut être un voleur qui est aussi magicien, qui est aussi guerrier. Et on peut dire un peu plus guerrier, un peu moins de magicien. Et comme ça, on peut faire un personnage assez fort qu'on ne peut pas faire dans un autre jeu. Water, please. Some water. There's no time for this. Samuel and his guards can arrive at any second. Please. Do we water? Vous avez parlé tout à l'heure en répondant à la question des réactions des joueurs par rapport à Divine Divinity. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez eu des forums sur lesquels les joueurs sont intervenus, vous ont donné des idées pour développer cette suite. Comment est-ce que vous avez intégré ça dans le jeu? On a toujours eu une communauté qui est pas si grande, mais elle est très active. Et ils nous ont aidés beaucoup avec le premier jeu. Ils nous ont donné beaucoup de commentaires dessus. On les a écoutés, alors on a regardé les choses qu'ils disaient. Parfois, ce sont des conneries. Mais parfois, il y a aussi une idée très brillante dedans, alors on le vole sans gêne. Et on le met dans le jeu. Et maintenant, ils sont assez contents de ce qu'on a fait. Et comment se passe le développement d'un jeu comme celui-ci en Belgique? Parce que c'est souvent ce qu'on nous demande ou ce que les joueurs se posent. Est-ce que c'est facile de faire des jeux en Belgique? Comment ça se passe? Faire un jeu, c'est assez compliqué parce qu'on a besoin des artistes, des componistes, des designers, des écrivains dans le cas de Divinity, des programmeurs évidemment et tout le monde qui est autour, des managers, etc. Alors, ce sont beaucoup de gens ils veulent manger aussi pendant l'année, alors ça coûte beaucoup d'argent pour les donner à manger. Et ça prend beaucoup de temps pour le faire parce que tu dois faire beaucoup d'animation, beaucoup d'art. Un numéro, je ne connais pas par cœur pour Beyond Divinity. Beyond Divinity, un caractère héros, ça prenait 900 000 images pour le faire. On en avait 6, alors ça donnait 4 500 000 images. Alors ça prend assez de temps de le faire. Et trouver cet argent en Belgique, c'est pas trivial. Alors on va aller regarder à l'étranger. On essaie de convaincre les éditeurs qu'on peut le faire mieux en Belgique qu'ils savent le faire chez eux à la maison. Et parfois, ils sont assez fous pour nous croire. Alors ça, c'est la version courte de comment ça se fait ici. Et quelle est l'image des jeux vidéo à l'étranger quand vous allez rencontrer des développeurs pour monter un projet? Comment est-ce quand vous parlez de la Belgique et des jeux vidéo, comment est-ce que vous êtes accueillis? Le fait qu'on vienne de la Belgique, ça ne fait pas une différence, ni en positif ni en négatif. En fait, la plupart des gens, ils sont assez professionnels, ils regardent le contenu du jeu. Alors, ils regardent qu'est-ce que vous avez fait et est-ce que vous pouvez nous convaincre que vous pouvez le finir, ce jeu. Alors, on a quand même pas mal d'expérience parce qu'à côté des jeux qu'on a fait, on a fait plein d'autres plus petites productions. Alors, on sait quand même faire un projet qui est fini à temps et plus ou moins au budget. Donc, ça marche. Comme celui-ci. Celui-ci, il n'était pas aussi en retard que le premier, mais il était sur budget, alors ça a bien marché. Sur Beyond Divinity, on a eu 24 gens qui ont travaillé dessus. En moyenne, parce qu'à la fin, il y en avait 40, au début, il n'y en avait que 8. Ça change un peu pendant le développement.
Donc le jeu sort très bientôt en version française. Il est déjà sorti en anglais, en allemand, et là il sort en version localisée française incessamment sous peu. Exactement. Donc, pour le 11 mai, c'est ça? 11 ou 14 mai. Le 11 ou 14 mai, sortie de Beyond Divinity, la suite de Divine Divinity. Brice et moi, nous sommes de retour. On n'était pas très loin, on faisait notre business plan de jeux vidéo. On est allé un peu boursicoter par téléphone. Et nous avons Renaud qui est venu nous parler des hikikomori. Un adolescent hypersensible, voire dépressif, mais non suicidaire la plupart du temps, et qui a décroché du système solaire. C'est quoi un hikikomori? Un hikikomori, typiquement, est un jeune adolescent se situant entre 18 et 30 ans, par exemple un adolescent attardé comme Brice, qui est dans sa chambre. Adolescent, il est attardé. Attends, moi je suis attardé, mais toi t'es prématuré alors. Qui joue aux jeux vidéo, qui écoute énormément de musique, et qui chatte sur Internet, qui dialogue, et qui reste cloîtré pendant des semaines, voire des mois, dans sa chambre. Donc il reste confiné. Il joue aux jeux vidéo massivement multiplayer en ligne, et il mène une vie parallèle sur l'Internet. Hein. Ils vivent sur le net. Ils communiquent avec d'autres, mais ils ne sortent jamais de chez eux ou de l'appartement qu'ils squattent. Et typiquement, le comportement, c'est qu'ils sortent, ils se réveillent pendant la nuit, ils jouent pendant la nuit, et les parents des hikikomori viennent déposer le plateau... Comme le Père Noël. Comme le Père Noël, comme ils ne peuvent pas sortir pour aller aux toilettes, leur chambre. Ils mangent et puis ils font caca. Et donc, ils vivent carrément en confinement. Alors, c'est un phénomène extrêmement important au Japon qui est apparu dans les années 90. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Oui, c'est pratiquement... C'est énorme, hein. 10% de la population belge qui reste enfermée dans sa confinée, chambre, cloîtrée. Mais donc c'est un phénomène. Ils sont en âge d'aller à l'école. Alors ce qui se passe typiquement, un hikikomori est un adolescent hypersensible, voire dépressif, mais non suicidaire la plupart du temps, et qui a décroché du système scolaire. Scolaire. Pourquoi? Un électron libre en fait. Oui. Il faut savoir qu'au Japon, la pression scolaire est extrêmement importante et il y a énormément de jeunes qui n'arrivent pas à s'intégrer au groupe scolaire. Et donc, ils sont directement rejetés. À partir de ce moment-là, eh bien, ils vivent en marge. Pourquoi? Parce que même pour les parents, reconnaître qu'ils ont un enfant complètement féru de jeux vidéo et de type hikikomori relève de la honte parce qu'il y a tout ce code moral au Japon qui exerce une pression phénoménale sur la famille. Et le phénomène est apparu du fait de l'explosion de la famille, de la cellule familiale au Japon. Le père, le matin, à 6 h du matin, il prend le métro, il est là dans le métro, il se barre, il va bosser, il ramène voilà, il bouffe, ils n'ont pas de vie et les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et s'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le groupe scolaire, ils sont complètement rejetés. Et ça forme toute une communauté qui a une vie extrêmement intense. Et c'est un phénomène, et nous ne sommes pas à l'abri en Europe, et on voit apparaître tout doucement en Europe aussi ce type de phénomène où des jeunes se retranchent d'une vie sociale et vivent dans un monde plus ou moins virtuel. Est-ce qu'on sait pourquoi ça touche plus les garçons que les filles? Parce qu'il y a plus de garçons, ça touche 77% de la population hikikomori. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de garçons qui jouent aux jeux vidéo en réseau, qui sont en général quand même des jeux de... Parce qu'en fait, souvent le... stratégie, de combat. Mais si tu veux, le phénomène des hikikomori est beaucoup plus vaste parce qu'il met en question tout le système éducatif japonais, qui est un système finalement stakhanoviste, où on ne fait pas appel à l'imagination, où c'est de la mémoire pure, pas de sens critique. Or, les hikikomori, quand tu lis en fait ce qu'ils écrivent, parce qu'ils écrivent aussi, hein, ils s'envoient ont un sens critique et critique la société japonaise. Ils sont aussi des grands lecteurs de manga. Hein. C'est aussi un grand révélateur de la puissance de la vie dans un univers parallèle, virtuel, qui encore aujourd'hui est rudimentaire, c'est des petits pixels, Lineage c'est de la 2D. Hein. Mais on peut imaginer qu'un jour où il y aura des MMORPG, donc des massivement multiplayer online role-playing game, très très réalistes et très très qualitatifs, peut-être que ça sera un phénomène mondial. Mais Renaud, merci de nous avoir parlé des hikikomori, sayonara. Et la prochaine fois, je vous parlerai d'un autre phénomène japonais. Gilles nous a rejoint, Gilles alias le maître des jeux. Ce qui est agréable, c'est qu'on a quand même tout le côté exotique de la série. Alias, ça marche peut-être aux États-Unis, mais ici, en Europe, on ne connaît pas grand... Oui, c'est quand même assez réputé comme étant une bonne série. Hein, alors, c'est quel genre de jeu? C'est un jeu, en tout cas, un mix, on va dire, entre James Bond et Nikita. Donc, on fait de l'action, de l'infiltration. On joue Sydney, une
une étudiante qui travaille pour une section de la CIA. Enfin bref, le scénario est très dense. C'est à la troisième personne, on la voit. C'est à la troisième personne. Elle a un peu les mêmes caractéristiques physionomiques qu'une Lara Croft. Elle est bien modélisée. Il y a des scènes cinématiques où on peut apprécier Plutôt blonde, plutôt brune. Elle change souvent de couleur. Hein, donc, en plus elle change de couleur. Oui, tu sais que jouer une blonde, c'est très difficile. Hein. Donc Alias, c'est quand même un jeu qui s'inscrit dans toute une série de jeux qu'on a déjà vus et qui essaie de batailler tant bien que mal. Pile à l'heure, je suis connecté au canal de com de la sécurité du casino. Ça devrait te faciliter la tâche. Voici les gadgets de Marshall et le sérum radioactif. Mais on joue un peu les caméléons comme dans le jeu précédent. Oui, c'est vrai, il y a quand même une belle similitude avec ça, sauf qu'ici on n'est pas vraiment dans l'excellence d'un Hitman. Le jeu est sympathique, plaira avant tout aux fans de la série. Mais en tout cas, qui ne sont pas très nombreux. Qui ne sont pas encore immensément nombreux chez nous. Mais ce qui est agréable, c'est qu'on a quand même tout le côté exotique de la série. Ça veut dire qu'on voyage de lieu en lieu. Grosso modo, on est briefé par oreillette, on arrive sur un lieu. Comme Jean-Luc Delarue. Hein, il faut atteindre une série d'objectifs, mais ici, ils sont vraiment mis en enfilade, le jeu est extrêmement scripté. C'est un peu rudimentaire quand tu m'en parles comme ça. Oui, mais bon... Est-ce que l'animation est bien? Est-ce que l'exécution elle est bonne? L'animation n'est pas terrible, graphiquement c'est plaisant, mais il y a quand même un je ne sais quoi d'indescriptible qui fait que le jeu, malgré toutes ses mauvaises qualités, fonctionne. Est plaisant. Voilà, c'est un peu plutôt un jeu pour les joueurs du dimanche, on va pas se prendre la tête, l'objectif est évidemment au bout du couloir, donc c'est pas vraiment le casse-tête pur et dur. Il y a quand même toute l'ambiance de la série qui est retranscrite. C'est un peu simple, quoi. Ouais, c'est un jeu pur et simple, quoi. C'est un jeu, en tout cas, pour les débutants ou les fans de la série, mais en tout cas qui plaira certainement pas aux hardcore gamers, parce que des jeux dans le genre, il y en a eu beaucoup, et des excellents, il y en a aussi. How do you say the large donation to the museum my husband has made? I don't have a key card. Any suggestions? Il sort sur quoi? Il sort sur PlayStation et Xbox. C'est disponible. Formidable. Merci Gilles, alias. Merci Gilles, alias. Gilles 21 sur le site de cybercafé.tv. C'est lui. Pâques Bruxelles, c'est pour bientôt à mon avis. Hein. Olivier, tu nous as fait venir ici dehors, donc t'as intérêt à avoir des bons sites décalés. Écoute, le premier site c'est Pack Manhattan, un site urbain, puisque bon là on est en plein dans les rues de Bruxelles. Et d'ailleurs il y a un mec qui passe sur le revue. Ah, il vole ta bagnole. Non, c'est pas la mienne. Vous connaissez tous Pac-Man, on y a tous usé nos joysticks. Ouais. Et bien voilà, maintenant, organisation grandeur nature du Pack Manhattan. Bon, l'idée a commencé aux États-Unis, d'où le nom Pack Manhattan, mais Pack Bruxelles, c'est pour bientôt à mon avis. Hein. Donc l'idée, c'est tu prends un quartier de ta ville, par exemple de Bruxelles, et donc tu reprends un plan basé sur une cartographie Pac-Man, donc avec un labyrinthe et tout. L'idée est simple, tu as une équipe de fantômes, tu as Pac-Man, qui doit absolument, si tu veux, manger toutes ces petites billes, les petites billes, sans se faire choper par les fantômes. Oui, mais Manhattan a une chance, c'est que c'est une ville avec toutes des rues à angle droit. Ce qui est pas le cas de Bruxelles, parce que là, ton Manhattan, ton Pac-Man, il devrait aller dans tous les sens. De toute manière, en Belgique, tout est toujours un peu plus compliqué, mais on s'en sort Oui. toujours bien. Hein. Et donc, ce qui est génial, c'est que le site propose un contrôle panel, donc un panneau de configuration pour les maîtres de jeu. Il y a un maître de jeu pour Monsieur Pac-Man et un pour les fantômes. Du coup, ils arrivent à diriger, et tout ça, ils sont là avec des talkie-walkie ou des GSM en train de se diriger. Oui, il vient là, il va par là. Et donc, c'est une chasse incroyable. Sur le site, vous pouvez mater des vidéos, QTAB, enfin, ça vaut le détour, Pack Manhattan. Et bon, il faut absolument qu'on reçoive plein de mails de demandes d'organisation de ce genre de jeu. Voilà. Si vous êtes 1000, on l'organise. Alors, petit site. Un peu plus intellectuel, c'est un groupe de scientifiques qui ont en fait créé le premier robot qui tient sur 2 roues, en équilibre. Incroyable! Quoi, alors il bouge? Mais écoute, au niveau robotique, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, puisque en réalité, bon, on connaît tous les petits robots. D'ailleurs, c'est assez dans le vent en ce moment. Plein d'écoles et d'universités se lancent là-dedans. Ils font des robots qui marchent, qui tiennent sur une jambe, qui jouent au foot, qui peuvent sauter. Le robot Honda, là, on a vu. Tu sautes pas trop parce qu'ici, c'était pas stable. Hein. Mais la grande nouveauté, un robot qui tient sur une mob, en fait, sur une moto. Donc, il lance, c'est une petite motocross. Tu peux voir les vidéos sur le site. Et elle roule. Et elle roule. Et le robot tient l'équilibre. Est-ce que ça va avec le Segway?
Parce que tu sais, le Segway, il y a un gyroscope dedans et ça tient sur 2 roues. Peut-être que c'est issu de ces recherches-là? C'est probablement, à mon avis, oui, ça peut être dans le même cadre, mais non, je peux pas te garantir exactement dans le même. T'en sais rien, en fait. J'en sais rien. C'est pas con, mais t'en sais rien. Non, il y a quand même tout un système hydraulique pour l'équilibre. Et tu vois bien, enfin, il se base, il y a un PC qui gère effectivement tous les paramètres d'équilibre. Et donc, il faut absolument aller mater ça. Ils cherchent des donations, etc. Donc, si Brice, par exemple, tu as envie de supporter cette équipe. Tu leur offres une moto. Alors bon, c'est des gars quand même qui ont la main au bricolage. Je sais pas si vous en sortez à la maison. Moi j'aurais besoin de conseils, des vidéos qui me montreraient comment faire. Des Bricole Girls pour toi. Quelle coïncidence, j'ai trouvé Brico Vidéo. Non. Si, un site incroyable, une bande de potes qui sont à la fois en fait graphistes, ils cherchaient aussi un peu d'inspiration, de manière de faire la pub. Et bien ils ont développé toutes des petites vidéos qui montrent comment faire pour changer le lavabo, changer les petits joints. Il faut débuter par changer une ampoule chez Brice. C'est déjà le premier. Et accrocher un tableau, ils expliquent? Eh bien, il faut que tu ailles voir parce que effectivement, en plus tu peux faire tes demandes. En fait. Tu envoies dans un petit formulaire. Et ils te font la vidéo explicative de ce que tu as demandé. Et voilà, c'est génial. Tu vas pouvoir accrocher tous les tableaux chez toi. Dévissez le corps de la fiche mâle et retirez-le. Ôtez l'écrou, maintenant les 2 parties métalliques. Séparez-les et retirez la broche centrale. Effectuez la même opération avec la fiche femelle. Brice, comme presque à chaque fois, je dirais même à chaque fois, l'émission s'achève. Ah bon? Ouais. Comment t'as vu que j'étais là? Je m'étais caché derrière la fiche. Je ne sais pas. Repéré. Tout ça, c'est pour dire que nous étions au Festival des Arts. Kingston Festival des Arts. Ça se passe dans plus de 20 endroits différents ici à Bruxelles et Brice représente un petit peu le trou dans la culture finalement. Ouais, voilà, j'ai toujours été un trou dans la culture. Le trou de la culture. Et bien sûr, nous aurons des petits cadeaux. Et nous aurons des petits cadeaux et cette semaine, ça va être un véritable festival. Car nous aurons 4 fois des cadeaux, Raphaël, tu te rends compte? 4 fois, enfin, Cybercafé, vraiment quel plus de cadeaux. On aura 5 exemplaires de Beyond Divinity pour PC. Et il y a une question, Raphaël, il y a une question. Oui, quel est le nom du studio belge qui a réalisé ce jeu? Facile, on les a interviewés dans l'émission. Bon, bah, vous pouvez regarder la rediffusion éventuellement, ça nous fera un peu d'audience. Deuxième cadeau, 6 exemplaires de Alias. 2 pour PC, 2 pour PlayStation 2, 2 pour Xbox. Et la question est... Et quoi, à quel film Gilles Banet référence? Voilà, il a dit James Bond et un autre film. Et on peut dire que c'est un film de Luc Besson. Ouais. Voilà. Et que ce n'est pas le Grand Bleu. N'hésite pas trop quand même. Enfin, nous aurons 10 Blue List de Hitman 3 Contra pour PlayStation 2. Il y aura une question. Qu'est-ce que c'est la question? Quel est le numéro de l'agent qui joue dans Hitman 3? Allez, ce n'est pas l'agent 22, on vous aide. C'est entre 1 et 1 million. Et nous aurons 5 exemplaires du dernier album de Fabrice League, My 4 Star. Alors là, très bon album. Question. Oui, il y a une question. Fabrice League ne va plus employer son PC dans les lives, il va employer une nouvelle machine. Quelle est-elle? Donc, de quelle marque est cette machine? C'est plus facile. De quelle marque est la machine? Sinon, le truc n'est pas bien prononcé. De quelle marque est cette machine? Je vous aide, ça commence par une lettre de l'alphabet qui commence par A. Voilà, bye bye, c'est fini. À la semaine prochaine. Kingston Festival des Arts jusqu'au 22 mai. Et si je pousse, Brice, et si je tombe dessus, ça fait mal.